Salut à tous, c'est Benouz, bienvenue pour ce nouvel épisode de Zelda et la philosophie. Aujourd'hui on s'attaque au chapitre 6 qui s'intitule Morale de l'esclave et épée de maître, Ludus et Paidia dans Zelda. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Christina joue à Ocarina of Time. Son avatar Link court dans la prairie d'Hyrule. Soudain, il tressaute et s'envole dans les airs. Ce n'est pas censé se produire. Elle ne peut plus atterrir. Peter entre alors. Tu y arrives ? Oh ! Génial ! Comment t'as réussi à faire ça ? Je suis coincé en l'air ! S'exclame Christina. L'écran devient noir. Le jeu vient de planter. Oh non ! Tout a craché ! S'écrie Peter. On le refait ! Que s'est-il passé ? Peter et Christina ont découvert l'un des bugs cachés d'Ocarina of Time. En avançant dans une direction bien précise, ils ont déclenché un bug qui fait voler Link momentanément avant de faire planter le jeu. Suite à cet épisode, les deux joueurs se sont entraînés à voler pour voir jusqu'où ils pouvaient pousser le jeu. Cela ne les a pas aidés à réussir dans leur tâche. Visiblement, faire planter le jeu empêche de gagner. Mais ils s'amusaient avec leur personnage. Quand ils faisaient voler Link, ils n'étaient plus là pour gagner et sauver le monde. Au fil des années, les joueurs ont appris à bien connaître Link, notre héros. En tant que protagoniste de la série de The Legend of Zelda, Link a sauvé les habitants d'Hyrule, vaincu un certain nombre de sorciers maléfiques et sauvé la princesse Zelda à maintes reprises. Et les joueurs, bien sûr, l'ont suivi de près, ont vécu chacun des combats et des triomphes de Link à ses côtés. Mais alors, comment l'expérience de Link le héros et l'expérience du joueur sont-elles reliées ? Est-ce que le joueur guide Link à travers ses périlleuses aventures ? Est-ce que le joueur devient Link ? Ou bien est-ce qu'il observe simplement Link ? Toutes ces propositions sont vraies d'une certaine manière. La relation entre Link et le joueur est complexe, et ce en raison de la dualité intrinsèque de l'avatar. L'avatar. Link dit. Communément défini comme la personne ou la chose que le joueur contrôle, joué en tant que, l'avatar est à la fois une extension du joueur dans le monde du jeu et un personnage fictif, autre, qui n'est pas le joueur, et que j'appelle le protagoniste. Link est présenté aux joueurs comme une page blanche, ce qui leur permet de le caractériser avec des éléments de leur propre personnalité. Pour autant, Link n'est pas le joueur. Hyrule est un royaume fictif pour le joueur, tandis que pour Link, un personnage fictif qui vit en Hyrule, ce monde est on ne peut plus vrai. Link possède une enfance dont le joueur ignore tout, et tout porte à croire que, lorsque le joueur n'est pas là, il peut même dire des choses. Les personnages non-joueurs d'Hyrule ne semblent pas partager le goût immodéré de Link pour le silence. Pour comprendre un jeu Zelda comme une œuvre de fiction, il faut imaginer Link comme une personne dont les objectifs et les motivations ne sont pas nécessairement ceux du joueur. L'on peut supposer que Link, le protagoniste, a un objectif clair à l'esprit, faire de nouveau régner la paix et la justice dans le royaume d'Hyrule, cible constante de toutes les menaces. Tel est le but de la narration, ou de l'histoire, comme elle nous est présentée dès le manuel d'instruction. C'est un objectif admirable qui requiert un immense talent, du courage et de grands sacrifices de la part de Link. Par ailleurs, les actions de Link durant cette quête sont globalement irréprochables sur le plan de la morale. Il ne tue pas d'hommes innocents, il ne vole pas les objets pourtant utiles des magasins, même lorsque cela pourrait aider à sauver Hyrule. Les objets qu'il obtient auprès des boss, par exemple, sont gagnés au terme d'un combat à la loyale, et non par la fourberie et la ruse. En fait, la pire chose que l'on puisse reprocher à Link, c'est évidemment son étrange propension à briser un nombre inavouable de pots de terre. Mais blague à part, les joueurs de jeux Zelda comprennent d'instinct pourquoi Link est un défenseur du bien aussi déterminé. En fait, il n'a pas le choix. Bon par défaut. Plus précisément, nous, les joueurs, n'avons pas le choix. Les jeux Zelda proposent une expérience de jeu assez linéaire. S'il est possible d'accomplir différents objectifs selon votre rythme, la plupart des événements surviennent dans un ordre et un bon nombre d'entre eux doivent être surmontés afin de terminer le jeu et l'histoire qui l'accompagnent. Le panel d'actions possibles est assez limité pour Link, et les joueurs n'ont pas vraiment la possibilité de s'écarter de la narration. On ne peut pas faire de Link un voyou ou un tyran. En dehors du thème récurrent des cocottes hostiles, bien souvent, Link ne peut pas faire de mal à quiconque ou quoi que ce soit qui ne menace pas directement sa sécurité. Même son mutisme sert sa perfection. Comme Link ne peut pas parler, le joueur ne peut pas le faire mentir. Les bonnes actions de Link s'intègrent à la narration du jeu par leur caractère moral, mais l'histoire écrite pour Link implique également qu'il exécute certaines actions, et le joueur ne peut exécuter que ces actions-là. C'est ainsi que le joueur gagne
selon les règles édictées par le jeu. Cela ne signifie pas pour autant que les joueurs sont forcés de suivre le même chemin. Si l'on s'intéresse d'un peu plus près aux joueurs de Zelda, ceux que l'on retrouve sur les forums internet, ceux qui rédigent des FAQ et ceux qui publient des vidéos de leurs exploits sur YouTube, l'on observe que plusieurs des jeux Zelda les plus récents, d'Ocarina of Time à Breath of the Wild, autorisent deux façons de jouer bien distinctes qui permettent d'aborder l'histoire et la liberté du joueur de manière radicalement différente. Être Link. Bien sûr, chacun joue de manière différente. Moi par exemple, j'aime découvrir chaque secret et explorer la moindre parcelle d'une carte. D'autres vont rusher et tenter de finir le jeu en un temps record, pour ensuite s'en vanter auprès des joueurs plus lents. Les joueurs vont ainsi jouer de manière différente. Chacun va privilégier certaines armes, stratégies et approches au détriment des autres. Si la façon de jouer permet de modifier le moyen d'atteindre un objectif donné, il est significatif de remarquer que l'objectif en lui-même ne change pas. Les joueurs qui jouent purement en ligne droite poursuivent le même objectif, sauver Zelda, vaincre Ganon. Il reste bien dans le cadre des règles fixées par le jeu. Au premier abord, cette idée peut paraître un peu déprimante. Vous devez faire ce que les game designers ont prévu pour Link. Mais êtes-vous vraiment forcé de suivre les choix préétablis par l'espace de jeu ? En un seul mot, non. Une expérience de jeu comme celle proposée dans Zelda va certes tenter de maintenir les joueurs à l'intérieur du cadre défini par les règles de jeu, mais les game designers n'ont qu'un contrôle limité sur le joueur. Si le joueur décide d'inventer ses propres objectifs au sein de l'espace de jeu, alors l'expérience de jeu bascule vers autre chose. Subitement, c'est le joueur qui décide et qui soumet le jeu à sa volonté. Rappelez-vous l'anecdote sur Link qui s'envole. Christina est passée d'un mode où elle suivait la narration du jeu à un autre où elle était totalement en dehors. Elle a fait voler Link et fait planter la cartouche du jeu. C'est elle qui a créé cet objectif et choisi de jouer d'une toute nouvelle façon. Nous voyons à travers cet exemple que modifier les objectifs va entraîner un changement dans les règles qui suivent le joueur. Nous voyons à travers cet exemple que modifier les objectifs va entraîner un changement dans les règles que suit le joueur. Et ce basculement se répercute dans les actions à poursuivre pour atteindre l'objectif et la manière dont le joueur aborde la physique interne du jeu. Imaginez les choses ainsi. Si vous poursuivez un objectif conçu par le game designer, alors vous jouez dans le respect des valeurs morales du monde de jeu de Zelda. Mais si vous jouez selon votre propre objectif, alors vous suivez vos propres valeurs et contournez les aspirations morales imposées dans le cadre normal du jeu. Prenons cet exemple. Dans Majora's Mask, l'un des objectifs du jeu est d'empêcher la Lune de s'écraser sur Terre et de tout détruire. Cependant, le jeu présente un bug qui permet à un personnage d'atteindre la toute-puissance accordée par le jeu, un événement au cours duquel Link se transforme en dieu-démon, la veille du jour où la Lune doit tuer le monde, et donc un jour avant qu'il ne soit normalement possible de prendre la forme de dieu-démon. Ce bug permet ainsi de parcourir le monde en tant que géant redoutable, capable de tuer n'importe quel monstre d'un seul coup d'épée, de se retrouver coincé dans les embrasures de portes, et de jouer le troll bas du front. Le jeu finit invariablement par planter, mais en attendant, vous vous êtes bien amusé. Nous voyons ainsi qu'en créant nos propres objectifs de jeu par l'exploitation des divers bugs d'un jeu, nous jouons à notre propre jeu. Liberté de l'identité opposée au protagoniste Link. Nous voyons ainsi qu'en créant nos propres objectifs de jeu par l'exploitation des divers bugs d'un jeu, nous jouons à notre propre jeu, libéré de l'identité apposée au protagoniste Link. Il ne peut toujours pas faire le mal, il faut une histoire pour cela, mais Link n'est plus une figure morale. Deux façons de jouer s'offrent à lui. Choisir un mode, Ludus ou Paidia. Ces deux manières de jouer peuvent être considérées comme deux jeux distincts, le jeu Ludus et le jeu Paidia. Les termes Ludus et Paidia proviennent de l'analyse du jeu selon Roger Caillois. Il définit le Ludus comme le goût pour la difficulté gratuite, qui caractérise les activités que l'on désigne le plus souvent sous le terme de jeu. Après tout, les règles d'un jeu existent pour être contraignantes. Les joueurs ont un objectif, mais celui-ci n'a de sens qu'au sein d'un cadre qui leur interdit de l'atteindre d'une certaine façon. Au golf, les joueurs n'ont pas le droit de ramasser la balle pour aller la placer directement dans le trou. Ils ne peuvent pas non plus la lancer avec le pied. Les règles leur interdisent de faire quoi que ce soit avec la balle, si ce n'est la frapper au moyen de l'instrument spécialement autorisé pour cela, appelé club de golf. Les règles du jeu déterminent principalement ce que vous ne pouvez pas faire. Le Ludus encourage l'ordre et les comportements spécifiques. Inversement, la Paidia est définie comme une liberté première, besoin de détente et tout ensemble de distraction et fantaisie, et se manifeste à travers le jeu non structuré. La différence est subtile et ouverte au débat. Il serait tentant de suggérer que la différence tient à la présence ou l'absence de règles, mais même le jeu le moins structuré contient quelques règles. Gonzalo Frasca,
appliquant la théorie de Roger Caillois aux jeux vidéo, a suggéré une différenciation plus nette. Toute activité ludique pouvant être gagnée ou perdue est désignée comme ludus, tandis qu'un jeu qui ne comporte pas de conditions de victoire claires est répertorié comme paidia. En pratique, l'on passe souvent du ludus à la paidia d'un jeu à l'autre, et au sein d'un même jeu. Dans le jeu The Sims, par exemple, le joueur crée un quartier peuplé de simulations d'humains, ainsi que leurs maisons, leurs biens matériels, leurs carrières, leurs émotions. Les joueurs manipulent l'environnement pour modeler les aspects de la simulation et tentent d'atteindre des objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés, tels que posséder la plus grande maison du quartier ou devenir le plus grand cambrioleur de tous les temps. Ces exemples d'objectifs générés par le joueur lui-même viennent souligner le caractère paidia du jeu, puisqu'au départ, il n'y a aucun objectif du tout. En l'absence de toute condition de victoire explicite, nombreux sont ceux, y compris son créateur Will Wright, qui ne considèrent pas The Sims comme un jeu, mais plutôt comme un ensemble d'outils à disposition pour créer du jeu. Pourtant, il existe bien quelques règles dans The Sims. Il prend place dans un monde à la physique constante. L'action A, réalisée dans le contexte B, produit le résultat C. Et le plus souvent, ce résultat peut être reproduit. Une vague structure peut aussi être repérée, et dans les faits, la plupart des joueurs suivent sensiblement les mêmes objectifs: bonheur, richesse, succès professionnel et autres. A l'inverse, les jeux très linéaires comme la majorité des Zelda, qui pourtant semblent encourager uniquement le ludus, engendrent inévitablement chez les joueurs un désir d'exploiter les éléments ouverts du jeu, tels que les quêtes annexes ou les bugs, pour expérimenter l'aspect paidia. Les joueurs sont souvent des êtres dissipés, et beaucoup aiment sortir des sentiers battus et s'écarter des objectifs proposés par les game designers dès qu'ils le peuvent. Certains jeux peuvent mettre l'accent sur un aspect du jeu plutôt que sur un autre, mais le ludus et la paidia sont présents dans n'importe quel support ludique. Ce basculement de l'un à l'autre met en évidence la différence entre une résolution de problèmes structurés et le jeu non structuré dans un monde fictionnel. En résumé, si le jeu paraît enfermé dans les contraintes d'une histoire, alors il tend vers le ludus, tandis que si le jeu encourage la liberté d'action, alors il tend vers la paidia. Observer, jouer en tant que, jouer avec. À partir de ces observations, les jeux The Legend of Zelda paraissent enfermés dans une spirale ludus. Les joueurs doivent sauver Hyrule, la princesse Zelda, et ainsi de suite. Mais comme nous l'avons vu dans les exemples cités plus tôt, le bug de Link qui s'envole et celui du dieu démon, la paidia peut aussi surgir par le biais d'objectifs générés par les joueurs. Ce constat nous aide-t-il à répondre à nos interrogations concernant le lien qui unit le joueur à Link? J'ai affirmé plutôt que, d'une certaine façon, le joueur observe Link, devient Link et guide Link. Chacune de ces relations est définie par l'engagement d'un individu dans son rôle de joueur. La phase d'observation survient lors des cinématiques. Lorsque le joueur perd le contrôle de Link, il observe ses choix. La plupart des événements narratifs majeurs se produisent lors des cinématiques, qui prennent ainsi des allures de film où le joueur devient spectateur. Lorsque le joueur devient Link, il joue en tant que Link et s'engage dans un jeu de type ludus. Il suit les règles conçues dans le cadre du jeu et tente d'atteindre l'objectif final proposé. Le rôle du joueur est alors celui d'un acteur. Un certain niveau d'improvisation de sa part est autorisé, et même encouragé, mais la trame principale doit être suivie. Dès l'instant où le joueur guide Link, il joue avec lui et ça donne à un jeu de type paidia. Il crée ses propres règles du jeu, ses propres objectifs, il s'extrait de l'histoire et sort d'un cadre moral proposé par la narration. Dans ce cas, le joueur n'est inscrit nulle part dans le monde de jeu. Il peut prendre la place du réalisateur et organiser les différents acteurs et accessoires du monde de jeu à sa guise, ou celui du game designer et définir des objectifs à remplir et des règles à respecter. Il peut même être considéré comme aspirant à une forme de toute puissance divine, puisqu'il ne joue pas simplement avec Link, mais avec tous les éléments du jeu. Dans la paidia, les joueurs vont bien souvent ignorer ce que les game designers leur demandent de faire. La plupart du temps, les objectifs fixés ont trait à des actions que les concepteurs n'avaient même pas envisagées. C'est donc sans surprise que la paidia, qui nécessite plus de temps, de talent, de créativité et d'implication qu'un jeu d'aspect ludus, est considérée comme la forme suprême du jeu par bien des joueurs. Dans le monde des joueurs, les mystères dévoilés sont un gage d'excellence. Le meilleur joueur est celui qui découvre le plus de secrets et les mieux cachés. La prévalence des FAQ de jeux Zelda écrits par des fans témoigne d'une hiérarchie parmi ces fans. Ceux qui lisent les FAQ et ceux qui les rédigent. Dans son analyse du jeu, Johan Huizinga relève l'importance de la notion de secret. Le caractère exceptionnel et exclusif du jeu revêt sa forme la plus frappante dans le mystère dont celui-ci s'enveloppe volontiers. Les petits-enfants, déjà, relèvent l'attrait de leur jeu en faisant un petit mystère. Ceci nous appartient et ce n'est pas pour les autres. Nous sommes et nous agissons autrement.
Il serait perçu comme risible de s'enorgueillir, dans une FAQ ou sur un forum, d'avoir réussi un jeu marqué comme Ludus. Dans cette communauté de joueurs, le chemin prévu par les game designers est un simple point de départ, bien trop facile et pas assez mystérieux pour susciter l'estime des meilleurs joueurs. À cet égard, les joueurs valorisant la Paidia rejettent le Ludus et suivent leurs propres règles du jeu. Une recherche du terme Zelda dans YouTube fait apparaître quantité de vidéos de bugs, machinima et autres, publiées par des fans, lesquels font souvent l'objet de commentaires, qui sont eux-mêmes suivis de réponses des auteurs, et surtout, ces vidéos circulent de manière virale entre les fans. Ces exploits divers et étranges n'ont aucune signification narrative dans le monde du jeu, et aucun sens moral. Link n'est ni bon, ni mauvais en les réalisant. C'est le pouvoir qui est ici mis à l'honneur, les capacités du joueur, et non les actions du protagoniste. Link est bon plutôt que mauvais, le joueur est bon plutôt que mauvais. Cette dichotomie entre Ludus et Paidia, protagoniste et joueur, monde de jeu et monde réel, trouve son parallèle dans la philosophie morale. Maître de la Paidia, esclave du Ludus. Dans Par-delà le bien et le mal, Friedrich Nietzsche affirme qu'il existe principalement deux sortes de morale, la morale de maître et la morale d'esclave. La morale de maître, première, naît de la tension entre les dominants et les dominés. Dans le premier cas, lorsque ce sont les dominants qui déterminent le concept de bon, les états d'âme sublimes et altiers sont considérés comme ce qui distingue et détermine le rang. Être bon signifie ici, comme dans la communauté des gamers, appartenir à l'élite. Il est évident, écrit Nietzsche, que les dénominations de valeurs ont d'abord été appliquées à l'homme, et plus tard seulement, par dérivation, aux actions. La transition est donc aisée. Une bonne action est simplement l'œuvre d'une bonne personne. Comme le joueur en Paidia, cet archétype d'individu bon n'a besoin d'aucune autorité extérieure, ni aucun auteur, pour déterminer la morale de ses actions. L'homme noble possède le sentiment intime qu'il a le droit de déterminer la valeur, il n'a pas besoin de ratification. Il décide que ce qui lui est dommageable en soi. Il sait que si les choses sont mises en honneur, c'est lui qui leur prête cet honneur, et il est créateur de valeur. La morale d'esclave découle de la morale de maître, non pas dans le sens où elle tenterait d'adopter directement les valeurs créées par les maîtres, mais parce qu'elle vise à les subvertir. En supposant que les êtres asservis, opprimés et souffrants, ceux qui ne sont pas libres, mais incertains d'eux-mêmes et fatigués, que ces êtres se mettent à moraliser, quelles idées communes trouveront-ils dans leur appréciation morale ? Le regard de l'esclave est défavorable aux vertus des puissants. L'esclave est sceptique et défiant à l'égard de toutes les bonnes choses que les autres vénèrent. L'antithèse arrive à son comble lorsque, par une conséquence de la morale d'esclave, une nuance de dédain, peut-être très léger et bienveillant, finit par être attachée même aux hommes bons de cette morale. Le bien du maître devient ainsi le mal de l'esclave. Cette morale manichéenne illustrée par le protagoniste Link se définit par opposition à une autre, celle de Ganon, une figure morale que Nietzsche aurait sans doute davantage reconnue que Link. Lorsque Link est bon, il est bien souvent occupé à empêcher ou déjouer les mises en œuvre du mal de Ganon. Dans chaque jeu Zelda, le mal contre lequel Link se bat précède ses actes. Link n'agit pas de son propre chef, il se contente de réagir aux machinations initiées par Ganon. Il n'a pas pour but de modeler Hyrule selon ses propres désirs, mais de restaurer l'équilibre en combattant et neutralisant la volonté de Ganon. À la fin de l'histoire, Link est bien différent de ce qu'il était au début de son voyage. Hyrule, cependant, revient à son état d'origine, telle qu'elle était avant l'intervention de Ganon. Les habitants d'Hyrule, du moins ceux qui parlent, préfèrent clairement cette Hyrule édénique à celle dans laquelle Link doit combattre. Quelle que soit la façon dont cette aventure change Link, le résultat pour les Hyruliens est immuable. Ils sont libérés de la peur. D'après Nietzsche, la crainte est la principale distinction entre morale de maître et d'esclave. Le maître veut inspirer la peur, tandis que l'esclave tente de s'en extraire. La morale d'esclave présente en pleine lumière les qualités qui servent à adoucir l'existence de ceux qui souffrent. Ici, nous voyons rendre honneur à la compassion, à la main complaisante et secourable, vénérer le cœur chaud, la patience, l'application, l'humilité, l'amabilité. Difficile de décrire le caractère moral de Link avec plus de précision. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit ici du protagoniste Link. Le caractère du joueur relève d'un autre débat. Peut-on jouer par-delà le bien et le mal ? C'est une vraie question. À travers notre analyse du Ludus et de la Paidia, nous avons développé l'idée qu'en tant que joueur, il est possible de jouer en dehors de l'histoire du jeu, et donc libéré de la morale du protagoniste. De quoi compliquer la conception de choix moraux qui viendrait se présenter aux joueurs.
Même lorsque la morale du protagoniste est définie par le game designer, les joueurs les plus inventifs trouveront toujours le moyen de s'en affranchir, et la manière dont ils le font sera parfois plus importante à leurs yeux que le jeu tel que les game designers pensaient l'avoir conçu. Loin de nous l'idée de suggérer que les jeux The Legend of Zelda corroborent les théories avancées de Nietzsche, s'agissant de philosophie morale, l'on est en droit de juger avec scepticisme les propos d'Allemands antisémites sujets aux crises de démence. Mais se pencher sur l'œuvre de Nietzsche à travers le filtre de Zelda, et vice-versa, offre de nouvelles perspectives intéressantes sur les deux sujets d'étude. Que la morale d'esclave soit à l'origine de l'opposition entre le bien et le mal ou non, dans les jeux vidéo, celle-ci est irrévocablement liée au ludus. Dans les jeux Zelda, le fait de vouloir s'écarter du ludus n'est ni bien ni mal. Certains voudront être des héros, d'autres voudront jouer les méchants, et d'autres encore, et parmi eux de nombreux fans de Zelda, voudront juste s'amuser un peu. Et voilà, c'était tout pour le chapitre d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez, et quant à nous on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 7 qui s'intitule « Transformation et voyage dans le temps, Link et son identité ». Salut!